Donc, bonjour à tous et à toutes, je suis Valentine Jagneau, chargée de communication à la SAFER Occitanie et j'aurai le plaisir d'animer ce 35e webinaire Parlons foncier le direct après Claire Horry et Philippe Avant. Je suis donc ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous organisé par la SAFER Occitanie en partenariat avec EDF Power Solutions. Le thème de ce webinaire aujourd'hui est particulièrement d'actualité et suscite beaucoup d'intérêt, l'agrivoltaïsme. Vous êtes d'ailleurs extrêmement nombreux à vous être inscrits, plus de 800 inscrits pour ce webinaire aujourd'hui et avoir plébiscité ce sujet lors de nos précédents webinaires. Donc, il y a énormément de monde connecté. Je vois qu'on est à peu près 250 personnes. Et nous avons beaucoup de personnes, notamment notre président de la SAFER Occitanie, Dominique Granier, qui nous regarde aujourd'hui et plein d'autres. Donc, notre objectif en 45 minutes aujourd'hui est de vous donner des clés concrètes pour mieux comprendre ce sujet complexe, l'agrivoltaïsme, où se croisent agriculture, énergie et aménagement du territoire. Nous allons parler du cadre réglementaire, des enjeux fonciers et agricoles, des expérimentations déjà menées sur le terrain, mais aussi des conditions qui font qu'un projet agrivoltaïque peut réussir ou au contraire rencontrer des difficultés. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Donc tout d'abord, Marie Castagnier, bonjour. Bonjour. Marie qui remplace donc au pied levé Clément Murgue, son homologue de l'agence de Toulouse, qui est malheureusement souffrant et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais donc Marie Castagnier, vous êtes chef de projet et référente Agri-PV depuis à peu près 2 ans et demi chez EDF Power Solutions. Et au quotidien, vous êtes en interaction avec des exploitants agricoles et propriétaires fonciers qui souhaitent porter des projets agrivoltaïques. Et vous êtes en interaction également avec divers acteurs territoriaux comme les collectivités, les chambres, les parcs naturels qui doivent être présents avec nous aujourd'hui. Et vous avez auparavant travaillé en chambre d'agriculture sur la fertilité des sols dans l'Hérault, si je ne me trompe pas. Oui. Nous avons également avec nous Marie Sepcha. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Donc Marie, vous êtes Marie Sepcha, vous êtes coordinatrice Agri-PV France donc chez EDF Power Solutions et vous accompagnez, vous garantissez les bonnes pratiques de développement et vous préparez la capacité finalement à construire et exploiter dans le temps ce nouveau type d'installation, on va pouvoir en parler, depuis maintenant 20 ans dans les énergies renouvelables dans différents contextes. Nous avons donc une experte. Et également, nous avons Thomas Romagnac. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc, Thomas Romagnac, vous êtes directeur opérationnel de la SAFER Occitanie. Vous êtes en charge du suivi des opérations foncières, des services départementaux et des relations avec les ministères de tutelle via les commissaires du gouvernement notamment. Donc, merci encore à vous 3 d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de partager votre expérience avec nous. À tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous prendrons un temps à la fin pour y répondre. Donc, pour commencer, mettons un petit peu de contexte. On va commencer par Thomas. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est la SAFER pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ou qui nous rejoignent? Bien sûr. Les SAFER sont des acteurs au service des territoires ruraux depuis plus de 60 ans. La SAFER gère, oriente le foncier agricole et rural dans l'intérêt général. Concrètement, les missions dévolues par le législateur aux SAFER sont les suivantes. Assurer la transparence du marché foncier, faciliter l'installation et la transmission des exploitations agricoles afin de maintenir l'agriculture vivante et dynamique, préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers pour protéger la biodiversité et répondre aux enjeux environnementaux, et enfin accompagner les collectivités, les acteurs locaux dans leurs projets de développement équilibré des territoires. Donc concrètement, nous intervenons chaque jour pour concilier les besoins des agriculteurs, des collectivités, des porteurs de projets et des citoyens, avec un objectif clair, garantir une gestion responsable et durable du foncier rural. Merci pour ce rappel. Mais quel est le lien entre la SAFER et le sujet du jour, à savoir l'agrivoltaïsme? On vient de le voir, en fait, la SAFER est l'acteur de référence des politiques publiques sur le foncier rural. Notre mission, c'est de préserver les terres agricoles, d'en garantir l'accès, la transmission et la vocation nourricière. Le sujet des énergies renouvelables prend aujourd'hui une place majeure, car la France s'est engagée, à travers la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, à doubler la production d'électricité renouvelable d'ici 2035. Cette accélération, nécessaire pour la transition énergétique, repose en grande partie sur le développement du photovoltaïque, et notamment de l'agrivoltaïsme, qui promet de concilier production d'énergie et activité agricole. Mais sur le terrain, ce n'est pas si simple que ça. Cette dynamique a créé aussi une pression nouvelle sur le foncier agricole, s'ajoutant à celle déjà présente. Pour resituer un peu et donner quelques éléments de contexte, il faut savoir qu'en France, la SAU a fortement baissé, passant de 35 millions d'hectares en 1950, soit 63% du territoire,
à 27 millions d'hectares en 2023, soit 49% du territoire. La population française sur la même période, elle est passée de 40 à 68 millions d'habitants. Et cette baisse de la SAU, elle a longtemps été compensée par une hausse des rendements, ce qui n'est plus le cas depuis 10 ans. Donc le développement de l'agrivoltaïsme se fait dans ce contexte-là. Et derrière chaque projet, il y a un propriétaire, un bail, une transmission, une terre dont la vocation agricole doit être préservée. De nouveaux acteurs arrivent et de nouveaux montages apparaissent et avec eux de nouvelles tensions autour de l'accès à la terre. C'est précisément pour encadrer ces questions qu'a été adoptée la loi APER qui définit désormais ce qui est un projet agrivoltaïque et fixe les conditions de son développement sur les terres agricoles, et nous le verrons plus tard. Et c'est à partir de ce cadre que se posent aujourd'hui les grands enjeux fonciers. Très bien, merci beaucoup. Marie Sepcha, vous êtes coordinatrice AgriPV France chez EDF Power Solutions, je le rappelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle d'EDF Power Solutions dans le développement de l'agrivoltaïsme en France aujourd'hui? Oui, mais en fait, EDF Power Solutions, c'est la filiale du groupe EDF dédiée à la production des énergies renouvelables. Nous sommes multi-technologies, éolien, photovoltaïque et installation de stockage. Et nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur de renouvelables avec des équipes dédiées au développement des projets, mais aussi à l'ingénierie, à la construction et également à l'exploitation et à la maintenance de ces installations. L'agrivoltaïsme chez EDF Power Solutions s'inscrit dans un historique finalement de travail avec les agriculteurs. Nous sommes passés de projets énergétiques accueillant une activité agricole comme l'éco-pâturage, comme beaucoup connaissent, à des projets agricoles accueillant une activité de production énergétique. Et tout cela sur le constat de bénéfices réciproques, en fait. Donc, nous sommes aux prémices de cette nouvelle filière qui, maintenant que le cadre réglementaire est posé, nécessite un temps d'apprentissage et de partage de retours d'expérience pour comprendre et maîtriser plus finement les synergies entre les productions électriques et productions agricoles, et aussi variées soient-elles. Et c'est en ce sens que EDF Power Solutions entend contribuer finalement à cette montée en connaissance grâce à nos démonstrateurs notamment, de façon à garantir des projets durables au bénéfice des agriculteurs et bien sûr des territoires. Et en ce sens, nous avons à cœur d'accompagner ces territoires dans leur transition énergétique en développant des projets au service des agriculteurs, dans le respect des usages agricoles et de leur pérennité. On se repose sur 3 piliers. On mène des études sur mesure, on a un dialogue constant avec les acteurs du monde agricole et bien sûr, on s'appuie aussi sur nos suivis scientifiques. Tout ça pour avoir une meilleure crédibilité. Et pour cela, il est nécessaire de bien connaître les pratiques et enjeux agricoles qui sont spécifiques à chaque territoire, mais aussi de maîtriser le cadre réglementaire qui, à raison, se veut protecteur pour le monde agricole. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons eu l'occasion déjà d'intervenir à 2 reprises auprès de la FNSAFER, notamment en 2023, afin de présenter déjà là, afin de notre compréhension des textes de loi AgriPV qui étaient en préparation à cette époque. Merci. Et avant justement de rentrer dans le sujet du cadre réglementaire, aujourd'hui, on se retrouve donc EDF Power Solutions et la SAFER Occitanie autour de la table pour parler de ce sujet. Qu'est-ce qui vous a conduit à initier ce partenariat SAFER-EDF Power Solutions? Thomas, peut-être? Tout d'abord, je dirais que nos sociétés sont naturellement proches compte tenu de leur histoire et de la place de l'État dans leur gouvernance. Le développement de l'agrivoltaïsme et les enjeux fonciers liés nous ont obligés, nous, en tant que SAFER, à nous intéresser au sujet. Pour les raisons évoquées, nous nous sommes naturellement rapprochés d'EDF Power Solutions et avons pu constater que nous partageons une approche territoriale de la question, notamment sur la question du partage de la valeur. Et au-delà, un réel souci de maintenir une véritable production agricole et que les installations apportent un service à l'agriculture. Pour le côté d'EDF Power Solutions, Marie Castagnier? Oui, notre partenariat a été initié avec mon homologue Clément Murgue de l'agence de Toulouse. Il a débuté cette année et ce partenariat est basé sur le constat que l'on partage des valeurs communes sur l'agrivoltaïsme, à savoir l'importance du projet agricole comme socle du projet agrivoltaïque. Et ce projet agricole, il faut qu'il soit intégré au système agricole du territoire. Et c'est pour ça qu'en région Occitanie, nous priorisons les projets de groupe basés sur une dynamique collective qui ont du sens pour le territoire. Ce partenariat, c'est d'un côté EDF Power Solutions qui accompagne la montée en puissance des équipes SAFER sur des sujets techniques. Et de l'autre côté, c'est la SAFER Occitanie, un partenaire précieux pour nous accompagner sur la connaissance des contextes agricoles, sur les secteurs sur lesquels on considère des projets agrivoltaïques. Marie Castagnier, je rappelle, vous êtes chef de projet et référente AgriPV à l'agence de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de projets sur lesquels vous travaillez ensemble?
Oui, je peux citer 2 exemples qui ont été initiés dans les départements du Gers et du Tarn. Dans le Tarn, nous avons plutôt développé une approche territoriale où là, à l'échelle du département, nous réfléchissons ensemble avec la SAFER Occitanie sur ce que peut apporter l'agrivoltaïsme pour renforcer ou dynamiser des filières agricoles en difficulté. Et ensuite, une approche plutôt par projet là, dans le Gers, où nous travaillons ensemble sur la recherche et l'installation d'exploitants sur des secteurs où il y a des difficultés à trouver des exploitants agricoles. Et ça, c'est vraiment un enjeu crucial pour la réussite des projets agrivoltaïques. Marie Sepcha, également pour EDF Port Solutions, on en a un petit peu parlé en introduction de ce webinaire du fameux cadre réglementaire sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que prévoit aujourd'hui ce cadre réglementaire en matière d'agrivoltaïsme ? Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'être pédagogue parce que c'est important de dire que c'est un cadre qui est assez exigeant, qui a le mérite d'être protecteur aussi pour l'activité agricole. Donc, tout d'abord, l'agrivoltaïsme, c'est la loi dite APER, la loi d'accélération du développement pour la production des énergies renouvelables, qui a été promulguée en mars 2023, qui a posé la définition de ce qu'est l'agrivoltaïsme. Et c'est important de le rappeler parce que jusque-là, beaucoup de projets photovoltaïques, finalement, avec une activité agricole, se développaient sans cadre précis. D'ailleurs, on commence à les voir sortir de terre, ces projets-là. Mais donc, depuis mars 2023, la loi a indiqué dans l'article 314-36 du Code de l'énergie la définition précise de ce qu'était ce type d'installation. Donc, je vais prendre le temps de le dire parce que chaque mot compte. Et donc, une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant le soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Donc ça, c'est la définition générale qu'a posée cette loi APER. Mais ce même article, et dans cette même loi, il est également précisé que cette installation, pour être qualifiée d'agrivoltaïque, doit répondre à plusieurs critères, et ces critères sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc, le premier critère sera agrivoltaïque, un projet qui apporte directement au moins un service à la parcelle agricole sur laquelle il s'implante, sans en impacter les autres. Donc, et ces services sont définis par la loi. Donc, ils sont de 4. L'amélioration du potentiel agronomique. On peut aller chercher un service qui est l'adaptation au changement climatique. Soit ce sera la protection contre les aléas climatiques. Et enfin, le 4e service, c'est l'amélioration du bien-être animal. Un des autres critères qui est imposé par cette loi, c'est garantir à l'agriculteur actif une production agricole significative et le maintien d'un revenu durable issu de cette production. Donc, c'est pareil, ce sont des termes extrêmement importants qui vont être précisés plus tard. Et dans les autres critères, il faut absolument garantir que l'activité agricole reste principale. Ça s'appréciera à travers notamment les taux de couverture, que peut-être chacun connaît, les taux de surface qui sont plus exploitables, qui ne peuvent pas dépasser plus de 10% maximum sur la parcelle agricole, mais également le respect des pratiques agricoles et des itinéraires techniques des engins agricoles utilisés par l'agriculteur. Et enfin, le 4e critère important, c'est garantir la réversibilité de l'installation et bien évidemment la remise en état du site. On a cette loi qui s'est posée en mars 2023 et ce n'est qu'un an plus tard, en avril 2024, que le décret d'application est sorti, suivi de son arrêté du mois de juillet 2024, pour préciser finalement ce qui était attendu derrière chacun de ces critères. Ces critères qu'il faudra, je le rappelle, respecter en tout point pour plaider, pour montrer que c'est un projet agrivoltaïque. Et donc, ces décrets d'application viennent préciser, par exemple, la notion de ce qu'est une parcelle agricole, qui n'est peut-être pas tout à fait, c'est pas ni parcelle cadastrale, ni les parcelles agricoles qui peuvent être utilisées par les agriculteurs, la notion d'agriculteur actif, la description de ce que sont ces services qu'il faudra justifier, ou comment va être apprécié le caractère significatif de la production agricole par l'amélioration des rendements ou une perte tolérée maximum de 10% de ces rendements.
quand on parle de production végétale, et puis quand on parle de production animale en élevage, ça va être plutôt les indicateurs biomasse fourragère et taux de chargement des animaux à l'échelle des exploitations notamment. Ce décret nous précise également les taux de couverture, leurs modalités de calcul, les caractéristiques des zones témoins, puisque l'on va devoir suivre ces projets dans la durée par rapport à un référentiel et le plus souvent une zone témoin. Il nous rappelle les modalités de calcul des revenus prévisionnels des exploitations, puisqu'on a l'engagement de maintenir des revenus durables, les modalités de démantèlement, la mise en œuvre des garanties financières pour ces démantèlements, les modalités de suivi et de contrôle de ces installations. J'ai envie de dire bref, vous voyez, c'est vaste. C'est une réglementation qui en fait est très très précise. Je disais, chaque mot compte. Elle fait de ces projets des projets relativement complexes. Si on veut le comparer au photovoltaïque classique ou au photovoltaïque qui a été développé jusqu'à présent. Et finalement, tous ces critères vont devoir être justifiés dès les stades de développement pour pouvoir passer les étapes de l'instruction par les services de l'État, qui d'ailleurs sont confrontés aujourd'hui aux premières instructions de ces premiers projets, puisque, peut-être de le rappeler, les projets agrivoltaïques sont peut-être ceux qui ont des projets photovoltaïques avec activité agricole déposés à compter d'1 mois après la sortie de ce décret. Donc, ce qui veut dire simplement que tous les projets PV de cette nature déposés dans les services de l'État à compter de mai 2024 vont devoir être passés au crible de ces critères par les services de l'État. Donc voilà, des critères qu'il faut justifier dès les stades de développement, mais tous ces mêmes critères seront également vérifiés tout au long de la vie de ces installations agrivoltaïques, c'est ce que nous dit la loi, par le biais notamment des suivis annuels obligatoires et des rapports de contrôle qui seront faits régulièrement à des dates imposées, avec obligation d'ailleurs de transmission de ces données à l'ADEME, qui derrière va compiler en fait toutes ces informations, permettant ensuite de donner une meilleure visibilité de ce que produisent réellement ces installations photovoltaïques, agrivoltaïques, au regard des productions agricoles. Je vais essayer d'être court, mais cela implique donc une obligation de résultat pour nous, porteurs de projets. Le risque étant que ces critères, à un moment donné, pendant la durée de vie de l'installation, ne soient plus remplis et que finalement, le préfet pourrait faire appliquer des mesures correctives pour tendre vers l'objectif et celle-ci pour aller jusqu'au démantèlement. Voilà, donc ce sont des projets qui sont complexes, vous voyez déjà dans leur instruction, dans leur construction et dans leur organisation, d'autant plus qu'on travaille avec du vivant, des productions agricoles, on travaille avec des sols, on travaille aussi et on engage de l'humain dans ces projets agrivoltaïques. Ce sont des exploitants agricoles et aussi des chefs d'entreprise finalement. Et donc, ça va demander un peu de prévisibilité pour pouvoir anticiper et travailler au mieux sur ces projets. Voilà. Donc, fort de ce cadre réglementaire, maintenant clarifié, et très protecteur vis-à-vis des activités agricoles, ce qui était primordial. On peut assez facilement comprendre qu'avec ce nouveau cadre, on est loin des projets PV entretenus par éco-pâturage qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc, quand on parle d'agrivoltaïsme, c'est très, très différent. Et que ce sont bien désormais aux énergéticiens de s'adapter aux agriculteurs et non plus l'inverse. Merci Marie pour je dirais même ce démystifiage de cette loi très, très complète. Côté SAFER, Thomas, directeur opérationnel de la SAFER Occitanie, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Est-ce qu'elle était attendue? Oui, bien sûr, elle était attendue. Et Marie vient bien de mettre en avant le fait que cette loi, elle permet de définir réellement ce que c'est qu'un projet agrivoltaïque, de faire la différence en fait avec ce qu'on voyait précédemment, c'est-à-dire des projets compatibles avec l'agriculture. Donc là, on est bien sur un projet qui doit rendre un service direct à l'activité agricole. Ils sont au nombre de 4, l'amélioration agronomique, la protection contre les aléas climatiques, l'adaptation au changement climatique ou encore le bien-être animal. Et par ailleurs, donc, Marie a fait référence à l'ADEME. Il y a un observatoire qui est publié par l'ADEME et qui a recensé à ce jour donc, un seul parc agréé au titre de la loi Ampère.
Très bien, on va d'ailleurs vous mettre dans le chat le lien justement de cet observatoire si vous êtes curieux et que vous souhaitez aller y jeter un œil. Thomas, justement pour rester sur le sujet du marché foncier agricole, quels impacts est-ce que vous voyez, vous, en tant que SAFER, sur ce marché et quels bénéfices concrets l'agri-PV peut apporter justement aux exploitants au niveau des revenus, des services rendus aux parcelles, justement l'adaptation au changement climatique? On va commencer d'abord par les impacts. La loi APER, même si elle donne un cadre très précis, pour moi, elle n'efface pas complètement les enjeux fonciers. Donc, le premier, c'est la pression foncière. Les terres éligibles, elles deviennent rares et très convoitées. Et au-delà des installations proprement dites, l'adaptation du réseau avec la création de postes sources va accentuer la pression sur le foncier. Il y a la notion de spéculation et captation des revenus. Donc, certains contrats de baux amphithéotiques sur 30 ou 40 ans proposent des loyers très supérieurs aux valeurs agricoles. Et cela peut créer donc une distorsion et attirer des investisseurs extérieurs. Marie l'a bien mis en avant également tout à l'heure, la durée de l'engagement qui est très longue, compte tenu de la durée de l'installation dans le cadre d'un projet agrivoltaïque. Et la réversibilité. Donc, c'est des projets qui mobilisent du foncier sur des durées relativement longues. L'impact sur la transmission et l'installation dans le cadre agricole, face à des loyers énergétiques attractifs, certains exploitants pourraient privilégier une poursuite de l'exploitation plutôt qu'une transmission. Et enfin, la notion de partage de valeur au-delà des parties prenantes du projet. Quant aux services rendus, ils sont bien fixés par la loi et notamment, on sait qu'on est dans un contexte où le climat évolue et donc, bien évidemment, ces projets-là doivent permettre probablement de rendre service aux cultures et notamment à certaines filières. Marie Castagnet, est-ce que vous souhaitez peut-être rebondir sur les propos de Thomas sur les impacts et notamment, il a beaucoup parlé de tout ce qui touche au loyer, partage de la valeur, etc., les bénéfices? Oui, effectivement, les craintes qu'a évoquées Thomas sont complètement légitimes. Et c'est là où nous, développeurs, on a une grande responsabilité sur tous ces sujets. Les loyers, les indemnisations reversées aux exploitants doivent être maîtrisés. Et nous, notre politique d'entreprise à EDF Power Solutions nous fixe des limites en la matière, justement pour ne pas participer à la spéculation foncière. Ensuite, le point très important de la transmission des exploitations ou de l'installation d'exploitants agricoles, elle doit être anticipée dès le début avec les exploitants qui sont à l'initiative des projets. On connaît les temps de développement de ces projets, et donc c'est quelque chose qu'on prend le temps d'expliquer à ces exploitants en disant peut-être que ça sera votre successeur qui devra porter le projet agricole, donc préparons-le dès maintenant et garantissons ensemble toutes les conditions de réussite. Et globalement, comme Marie l'a très bien expliqué, la loi APER et ses décrets sont vraiment là pour empêcher ces dérives et pour empêcher les projets alibi d'exister. La loi nous oblige et c'est tant mieux. Et comme le disait Thomas, il y a des bénéfices évidents avec l'agrivoltaïsme, bien sûr, un levier essentiel pour répondre au changement climatique, l'adaptation à la chaleur et au stress hydrique. Et puis, il faut le dire aussi, il y a des retombées économiques à prévoir, des projets qui devront permettre ne serait-ce que de stabiliser des revenus agricoles, mais aussi de stimuler la capacité d'exploitation, la capacité d'investissement des exploitations en matériel, en diversification des cultures. Pourquoi pas aussi faciliter l'embauche de main-d'œuvre agricole et donc diminuer la pénibilité du travail, et sans parler bien sûr du confort de travail dans les parcelles où il fait bien meilleur sous les panneaux que dans la zone témoin. Merci beaucoup. Donc, on va conclure cette partie un peu contexte, cadre réglementaire assez riche. Maintenant, il n'y a rien de mieux que des exemples pour montrer ce que vous faites. Vous avez mené EDF Power Solutions plusieurs expérimentations déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cultures ou de systèmes agricoles déjà testés sous panneaux? Oui, peut-être avant de vous les présenter, en fait, la question des démonstrateurs, elle est cruciale. On voit bien dans l'agrivoltaïsme aujourd'hui, on a tout à prouver, tout à démontrer surtout, et notamment ce qu'on disait du point de vue de l'impact de cet ombrage sur les cultures, aussi diverses soient-elles. Et c'est vrai qu'on avait pas mal d'expérience au travers, nous, de l'éco-pâturage, notamment pour tout ce qui est production, élevage, mais on a compris assez tôt qu'il était important de mettre en place des méthodes un peu scientifiques et robustes, et c'est pour ça qu'on a mis en place aujourd'hui chez EDF Power Solutions 4 démonstrateurs,
Un démonstrateur, c'est un site de petite taille, une centaine de kilowatts, qui a pour objectif d'accumuler de l'expérience de la donnée dans divers contextes. Donc, chacun d'eux, chez nous, est piloté par notre pôle nouvelles technologies, en lien avec la R&D d'EDF, mais aussi en lien avec des organismes partenaires, tels que l'INRAE, CIRAD, Sudexpé, pour ne citer que. Et afin d'élaborer des protocoles scientifiques, partager des suivis et les résultats en découlant. Et surtout apprendre finalement de ces interactions. Donc nos axes de recherche s'orientent sur les types de structures que l'on va pouvoir proposer dans le cadre de ces projets et comment limiter leur impact sur les écosystèmes des parcelles. Et bien évidemment, il y a aussi un gros volet d'apprentissage lié à l'agricole et à l'agronomie et au pilotage des systèmes de trackers pour favoriser l'ombre ou l'ensoleillement au moment des bonnes périodes pour les plantes concernées. Donc, on a absolument besoin d'apprendre sur l'impact de cet ombrage. Pourquoi ? Pour garantir le maintien de la production agricole, puisque c'est un des critères et un des attendus dans l'agrivoltaïsme. Et tout ça pour vérifier la synergie des deux activités et services rendus par ces panneaux. Sachant que c'est un sujet complexe, que l'impact des panneaux ne dépend pas que de la production agricole, mais bien évidemment aussi des facteurs pédoclimatiques. Donc peut-être rapidement, si on a les supports, donc je ne vois pas le... Ah voilà, pardon, merci. Donc là, ce qu'on voit, c'est le site des Renardières, c'est notre premier expérimentateur. Donc on est en Seine-et-Marne. On est situé sur le site de recherche EDF, en Seine-et-Marne. Il a été mis en service en septembre 2019. Ce démonstrateur étudie les impacts de l'installation photovoltaïque sur des cultures fourragères, luzerne et prairies. Et on a aussi plus récemment étudié quelques grandes cultures. Donc, on commence à avoir un petit peu de retour d'expérience sur ce premier démonstrateur, puisque c'est le plus ancien, avec des résultats assez intéressants qui ont été obtenus, notamment sur la luzerne, sur les systèmes de prairies. Les essais, quand même, se poursuivent pour comprendre les effets des installations sur ces productions et pour voir quels facteurs sont importants. Voilà, donc c'est aussi grâce à ce premier démonstrateur qu'on est en train de modéliser, de développer nos propres modèles pour aller justement modéliser les impacts sur les productions agricoles. Ici, vous voyez donc notre second démonstrateur, Vitisolar, qui est situé en Gironde, qui est installé pareil depuis septembre 2023, un peu plus récemment. Donc, on est ici sur le site de l'INRAE à Bordeaux. On étudie les impacts sur les vignes, comme vous le voyez. Ici, on est sur des vignes de merlot, notamment la protection. Et on vise ici, en termes de service, la protection de la culture contre les aléas climatiques. C'est un petit peu tôt pour avoir encore des résultats exploitables. On n'est qu'à 2 ans d'expérimentation. Mais on a quand même déjà des premiers enseignements intéressants, notamment avec des variabilités météo sur ces 2 années, voilà, qui nous donnent déjà des premiers enseignements. Sur le troisième site, c'est Adélie. Donc, on est ici dans le Gard, qui a été inauguré la même année que Vitisolar, en 2023. On est à Beaucaire. Donc là, on est sur une rizière. Et on étudie les effets des panneaux, bien sûr, comme celui de l'ombrage sur la culture de riz. Et surtout, ce démonstrateur a pour but d'évaluer la faisabilité en fait, des installations dans des sols complexes. La question des sols, la question des fondations, du choix aussi des structures dépend bien évidemment des contextes géographiques. Et du coup, là, on est sur plutôt la recherche structure, choix technique. Voilà, je dirais sur Adélie. Et puis, le dernier, c'est le Evapor qu'on a donc récemment inauguré en juin de cette année. Donc là, on est sur un système de pomiculture. L'objectif d'Evapor, c'est caractériser le microclimat dans un système agrivoltaïque
par rapport à un système sans PV, sans photovoltaïque. C'est aussi caractériser la réponse des différentes variétés. On a 6 variétés de pommes sur ce démonstrateur. Et donc, les tolérances physiologiques, phénologiques, productivité de ces variétés en fonction des conditions d'ombrage, tracker, et aussi également valider des outils de modélisation prédictifs sur les cultures agronomiques, donner des premiers indicateurs. Donc voilà, on n'a pas de résultats à communiquer, bien évidemment, c'est encore trop récent. Mais en tout cas, on a besoin de poursuivre ces expérimentations. Et l'enjeu ensuite, dans un autre temps, sera le partage finalement de ces résultats au plus grand nombre. Et notamment, il y a le PNR, le Programme national de recherche de l'INRAE, qui est là aussi pour justement fusionner et récolter tous les démonstrateurs de chaque développeur. Merci beaucoup Marie pour ces présentations. Donc on voit bien que c'est grâce à ces retours d'expérience que vous allez pouvoir consolider la viabilité agricole des projets agrivoltaïques. Il est déjà 14 h, on va passer à la dernière partie de ce webinaire avant de prendre vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc selon vous, Marie, quelles sont les conditions essentielles pour qu'un projet agrivoltaïque soit une réussite sur le long terme? On vient de le voir avec la présentation de ces démonstrateurs. Je pense que si on investit dans la recherche à travers eux, c'est bien parce qu'il y a une nécessité à être en capacité de garantir le maintien des rendements. Et donc, pour moi, ça, c'est la première condition de réussite pour que l'agrivoltaïsme perdure et ait une vraie pertinence, finalement, en réponse aux problématiques agricoles. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une des premières conditions de réussite. Ça va être de pouvoir demain apporter la preuve que l'on est en capacité avec ces systèmes de maintenir les rendements, d'apporter ces services de façon à faire face justement à ces problématiques. Et puis peut-être l'autre condition essentielle, et ça rejoint ce que nous demande cette loi, finalement ça va être l'engagement mutuel entre l'énergéticien et l'agriculteur. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est une vraie relation partenariale. Ce sont des projets complexes où il faut penser tout dès le stade de développement des projets. Il faut anticiper au maximum. On engage des vrais systèmes. Et donc, comme on se lie dans la durée avec vraiment des suivis et des comptes à rendre, finalement, sur les bienfaits et l'intérêt de ces systèmes, en fait, il va être nécessaire de vraiment se lier énergéticien, agriculteur. C'est vraiment un partenariat, finalement, pour que ces projets fonctionnent dans la durée. Et justement, comment ces deux mondes, donc agricole d'un côté et énergétique de l'autre, peuvent mieux se comprendre et travailler vraiment main dans la main? Vous parliez d'échanges, mais comment ils peuvent cohabiter sereinement? Moi, je dirais tout d'abord qu'il faut qu'on aille à la rencontre des uns et des autres. Et le partenariat que nous avons avec la SAFER Occitanie et ce webinaire d'aujourd'hui en sont la parfaite illustration. Travailler main dans la main, énergéticien, agriculteur, c'est un enjeu fort à tous les stades du projet. Donc, dès la phase de développement, vraiment sur la définition du projet agricole, le choix des designs, des structures, mais aussi pendant les phases de construction pour trouver les meilleures solutions, les moins impactantes, s'adapter à nos contraintes mutuelles et peut-être encore plus durant la phase d'exploitation, notamment pour pouvoir répondre à la question des suivis et des contrôles qu'évoquait Marie. Parce que là, on va vraiment venir scruter les résultats agronomiques sur la parcelle et à nous, ensemble, de mettre en place les meilleures conditions pour atteindre ces objectifs. Comment on travaille main dans la main? Déjà, en acceptant que ce sont deux mondes différents qui se rencontrent, qui doivent apprendre à se connaître. On voit qu'il y a encore besoin de pas mal de pédagogie auprès de beaucoup de publics. Voilà, dans les deux sens, monde agricole vis-à-vis des énergéticiens et inversement, pour mieux se comprendre, mieux comprendre nos problématiques. Pour moi, il est important d'avoir un dialogue ouvert et d'être à la recherche d'une compréhension mutuelle pour qu'on apprenne ensemble. Et c'est aussi pour cela que des entreprises comme la nôtre se sont dotées d'experts agricoles et d'ingénieurs agronomes pour créer des ponts déjà en interne.
Et c'est en favorisant les échanges en toute transparence, parce que vous l'avez vu, on sera exigeant, enfin, les attentes qu'on a vis-à-vis de nous sont exigeantes, et donc on sera d'autant plus exigeant aussi dans nos partenariats. Et donc, être transparent avec nos interlocuteurs dès le début. Et c'est comme ça qu'on pourra garantir la fiabilité des projets. Vous l'aurez compris, c'est une relation très dépendante qui va se développer entre le monde agricole et le monde de l'énergie. Et c'est presque comme un mariage au long cours pour lequel il faudra qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, à l'échelle du territoire, avec les acteurs locaux, ce travail pourrait être, par exemple, d'identifier pour chaque territoire des secteurs géographiques, des filières ou des types de sols ou des types de cultures où développer un projet agrivoltaïque ferait le plus de sens. Et à l'échelle du projet, à nous, dès le début, avec l'exploitant, de comprendre la dynamique de son exploitation et de s'assurer de ce qu'apporte un projet agrivoltaïque à cette exploitation. Et enfin et surtout, définir le projet agricole avec et pour l'exploitant pour que le projet solaire accompagne au mieux le projet agricole. Et justement, Thomas, est-ce que vous pouviez rebondir sur cette idée de mariage? Je suis complètement d'accord avec les propos de Marie, parce qu'effectivement, la loi APER, elle fixe un cadre très, très strict, et donc il y a la nécessité d'un partenariat fort, donc notamment avec les sanctions liées au démantèlement et la notion de réversibilité des projets. La symbolique du mariage, elle est extrêmement pertinente. Et d'ailleurs, c'est presque un ménage à trois, puisque parfois on aura un propriétaire bailleur, un exploitant agricole et un énergéticien. Ce que je retiens aussi de la démonstration, c'est qu'on est quand même au début d'une histoire. Il y a beaucoup d'expérimentation. Il y a les démonstrateurs. Donc, il y aura probablement des choses qui vont marcher, d'autres qui ne marcheront pas. Très bien, merci. Donc, il est déjà 14h08. On va un petit peu accélérer pour avoir le temps de prendre toutes vos questions. Thomas et Marie, à deux voix, quels sont les principaux risques pour les agriculteurs et les opérateurs? Et comment encadrer au mieux justement cette relation, ces relations tripartites agriculteurs, propriétaires et énergéticiens? Pour la voie de l'opérateur, le plus gros risque, ça va être de se voir imposer un démantèlement anticipé parce qu'on ne respecterait pas les critères agri-PV pendant la durée de l'exploitation. Et c'est en ça où effectivement la connexion et le contrat avec l'agriculteur est essentiel. Et dans les autres risques, ça va être, on le voit, on en a parlé tout à l'heure, c'est préparer les successions. On est sur des projets à long cours, au long cours, avec potentiellement et probablement des changements d'agriculteurs, d'une part, des départs en retraite, et donc la question des transmissions. Et donc, comment trouver des successeurs qui auront l'envie d'exploiter ces espaces. Et par ailleurs, ces mêmes agriculteurs potentiellement peuvent changer aussi leurs pratiques agricoles. Et donc, il y a aussi un enjeu de pouvoir être évolutif et déjà concevoir dès les phases de design des projets qui pourraient recevoir d'autres types de production agricole. Et je pense, mais je laisserai peut-être Thomas en parler, mais le risque aussi pour les agriculteurs, c'est ce que je vois, c'est la perte de rendement agricole. Et c'est pour ça qu'on a encore à apprendre sur l'effet de l'ombrage quand on parle de culture, tout du moins. En élevage, c'est peut-être un petit peu moins compliqué, même si on a quand même à regarder la biomasse fourragère qui va être produite sur ces parcelles. Mais voilà, c'est peut-être ça le risque. Et c'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel projet, n'importe où, ni pour n'importe qui. Il faut vraiment que ce soit justifié par une problématique chez ces agriculteurs avérée. Voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin de dialoguer les uns avec les autres. Je vous passe la parole, Thomas. Merci Marie. Je suis complètement d'accord. En fait, le risque, effectivement, pour l'agriculteur, c'est de ne pas respecter les critères de la loi APER. Donc, de voir en fait une baisse de production qui ne soit pas en phase avec la réglementation. Le risque pour l'énergéticien, c'est de se voir imposer un démantèlement de l'installation. Donc, on en revient en fait au contrat et à la robustesse des contrats qui va être primordiale. S'inscrire aussi dans des
dans des productions qui sont compatibles avec l'agrivoltaïsme, tout simplement, et donc via l'expérimentation que vous menez avec les démonstrateurs. Il me semble que voilà, la SAFER, dans ce cadre-là, en fait, d'accompagnement et en déclinant les politiques publiques, peut jouer le rôle de tiers de confiance. Merci Thomas pour cette vision. Rapidement, Marie, pour conclure ce webinaire, avant de prendre les questions, vous aviez peut-être quelque chose à dire? On est au début de l'histoire de l'agrivoltaïsme. On a franchi une première étape là, qui a pris un certain temps, c'est le cadre réglementaire clair et qui sécurise l'agriculture, et tout le monde s'en félicite. On a bataillé longtemps. Maintenant, les prochaines étapes, honnêtement, c'est de suivre les premières instructions. Et ça, c'est pas simple non plus pour les services de l'État, les CDPENAF qui donnent des avis conformes. Et moi, ce que je retiens, c'est que si demain, on n'a pas de permis de ces instructions, pas de permis autorisé, pas de projet agri-PV, pas de retour d'expérience sur les bénéfices. Donc, en dehors des démonstrateurs. Donc, voilà, il y a un vrai enjeu d'apprentissage là, dans ce qui est pour progresser finalement dans ce qu'on va pouvoir proposer avec ces projets. Voilà, avec quand même comme petit point d'attention, peut-être le souligner, c'est peut-être un peu ignoré du grand public, mais où c'est un point de vigilance porté par la filière, c'est sur l'économie des projets, parce qu'on est sur des installations avec des ratios de puissance à l'hectare qui sont diminués par rapport à un projet photovoltaïque plus classique. On divise peut-être par deux, c'est 1 mégawatt sur 0,5 hectares, enfin, c'est l'inverse, sur 2 hectares, pardon. On a des coûts de construction et d'exploitation augmentés parce qu'on surélève les installations, on adapte aux pratiques agricoles. Donc, l'économie des projets, l'équilibre économique, il va falloir retrouver aussi comment l'atteindre parce que l'enjeu, c'est quand même de pouvoir fournir une énergie compétitive. Une fois de plus, ce n'est pas l'agrivoltaïsme à tout prix. Il faut que ça serve à la fois pour le sujet énergétique et puis pour la question agricole, bien évidemment. Merci beaucoup. Il est 14h13, on va prendre des questions. Alors, on va dépasser un petit peu le temps prévu pour ce webinaire, mais il y a quand même beaucoup de questions. Donc, on commence avec Pierre-Jean Montaigne qui nous pose la question. Dans l'hypothèse d'un intérêt possible, concrètement, quelles sont les premières étapes et personnes à rencontrer? Pour développer un projet. Oui. Je peux répondre si vous voulez, mais je pense que dans les premières personnes à rencontrer, alors j'ai envie de dire nous, parce que nous, on aime bien rencontrer on aime bien rencontrer les agriculteurs et comprendre finalement leurs problématiques avant tout. Mais je pense je ne sais pas si c'est un agriculteur qui pose la question, quel type de personne pose la question, mais peut-être aussi déjà aller voir les chambres, aller voir justement tous les acteurs du monde agricole. Chaque département a ses problématiques de filière et aussi ses positionnements sur l'enjeu, l'intérêt. Donc, déjà, aller voir ces acteurs du monde agricole locaux et puis après, essayer de s'entourer d'énergéticiens qui ne sont pas juste là pour signer le foncier. Pour signer le foncier, ce n'est pas l'intérêt, c'est vraiment, avant tout, je pense, c'est vérifier qu'il y a une vraie problématique pour cet exploitant agricole qui fait que il peut être en difficulté dans son activité. Merci beaucoup. On va prendre une autre question donc de la FDSEA, service juridique, j'imagine. Donc, les projets déjà développés sont-ils tous sur des parcelles appartenant à l'exploitant agricole? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. On a beaucoup de configurations de ce qu'on voit. On a des propriétaires exploitants, des propriétaires qui ont leur propre exploitant. Donc non, pas du tout, c'est pas systématique. Ça fait partie aussi des éléments à intégrer, à prendre en compte dans les choix des projets. Ok, super. Une troisième question de Myriam Lévy. Pouvez-vous présenter les premiers résultats de vos démonstrateurs? Tout le monde est à la recherche des résultats des démonstrateurs. Les premiers démonstrateurs, il y aura une publication scientifique à venir sur le projet sur les renardières
Donc, je préfère attendre la sortie de ces publications. On les a déjà partagées, en tout cas, dans le cadre du programme de recherche de l'INRAE. C'est un peu, c'est bien si demain tout le monde partage ses résultats. Donc, restez connectés et vous pouvez suivre ces premières publications. Une autre question de Philippe Labaume. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler les autorisations nécessaires pour l'installation des panneaux selon les seuils de surface installée, permis de construire, autorisation d'urbanisme, installation classée, etc. Je garde la parole. On est soumis à permis de construire, alors au-delà de 1 méga, je crois. Je ne sais plus, Marie. On n'est pas installation classée pour l'environnement en agrivoltaïsme ni en photovoltaïque. C'est que l'éolien qui CPE. Autorisation d'urbanisme, c'est par voie de permis de construire. C'est le préfet qui délivre ses permis de construire dès lors que vous êtes connecté au réseau. Ce sera un mairie si vous êtes en autoconsommation. Et ensuite, il y a des seuils par rapport aux études d'impact, avec des cas particuliers, mais voilà, faut rentrer dans le détail. Je vous invite à aller voir les DDT, les DREAL, elles savent ça par cœur. Merci beaucoup. On va prendre encore quelques questions, même si on dépasse un petit peu, mais il y en a beaucoup dans le chat. Donc, on va prendre une autre question. Pouvons-nous installer des panneaux dans des zones agricoles protégées? Les ZAP. Je ne sais pas. J'ai un exemple. J'ai vécu un exemple dans le Var où il y avait un projet de zone agricole protégée sur une communauté de communes. Et il y avait un principe pris par la communauté de communes qui portait cette ZAP de ne pas y aller. Donc, je pense que j'ai l'impression, mais je ne suis pas certaine, que c'est un positionnement politique. J'ai un autre exemple dans la métropole de Montpellier. Les zones agricoles protégées interdisent les installations agrivoltaïques. Ok. Merci beaucoup. Une autre question. Pensez-vous que la loi aurait dû interdire purement et simplement le PV sur ENAF, le gisement sur les espaces déjà artificialisés étant suffisant pour couvrir les objectifs? Visiblement, il n'est pas suffisant. Sinon, la PPE n'aurait pas prévu justement ce potentiel aussi et ce type de terrain. La PPE, c'est 100 gigawatts à l'horizon 2035 et il est considéré que la moitié se fera sur les surfaces au sol et la moitié sur les toitures hangars, ombrières, parking. Voilà. Donc, ce ne serait pas suffisant, mais ils ne sont pas encore tous équipés, on est d'accord. Il est 14h20, on va prendre encore peut-être 2 questions. Comment la SAFER se positionne par rapport aux effets sur le foncier de l'agrivoltaïsme? Quelles mesures de précaution? Quelle position? Thomas? Notre position, on l'a un peu donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, la SAFER, c'est l'opérateur des politiques publiques sur les territoires. Donc, Marie l'a dit tout à l'heure, la PPE a fixé des objectifs. La loi APER a fixé un cadre pour l'agrivoltaïsme. Donc, nous, on va observer ce développement sur les territoires, l'accompagner quand toutes les planètes seront alignées sur un territoire donné. Et puis, on rejouera éventuellement le rôle de tiers de confiance. Donc, on surveillera en fait le développement de ces projets. Merci Thomas. Peut-être une dernière question. Alors, il y a beaucoup de questions. On vous enverra, je pense, des réponses en fait à toutes ces questions avec Marie Castagnier, Marie Sepcha et Thomas. On y répondra dans un document qu'on vous enverra parce qu'il y a énormément de questions et malheureusement, on ne peut pas ralentir le temps. Une dernière question. Des études ont-elles été menées sur les élevages conduits sous panneaux quant aux incidents sur la reproduction et les naissances? À ma connaissance, non. Pas encore. Après, je n'ai pas la vision exhaustive de ce que font nos confrères.
mais probablement que ça va être un sujet aussi qu'il va falloir investiguer en fait, justement dans ces projets de recherche et dans tout ce qui reste encore à apprendre. C'est les effets, bien sûr, sur aussi les animaux dans les cas des projets d'élevage. Très bien. Et allez, une dernière question de Philippe. Est-ce que la valeur foncière de la parcelle peut être réévaluée? Pardon. Alors, Question pour la SAFER. oui, alors après, je ne comprends pas très bien la question. Donc, j'imagine que c'est une fois que le projet est développé. Donc, s'il y a une installation, effectivement, sur une parcelle, donc, il est bien évident que la valeur foncière ne sera plus la même. On n'a pas assez de recul aujourd'hui pour en parler, très clairement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un seul projet qui a été agréé au titre de la loi Opère en France, en métropole. Donc, voilà, je ne peux pas répondre à cette question de manière très précise. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenants pour ces échanges riches et concrets. On va arrêter les questions, ne vous inquiétez pas. Dans le mail, vous êtes tous inscrits, on a tous vos mails, donc on fera une réponse groupée. Donc encore merci à tous pour votre participation conséquente pour ce webinaire et pour vos questions. Pour conclure ce webinaire, un dernier mot de nos intervenants, vraiment en une phrase. Marie Cassianet, quelle est la chose pour vous la plus importante à retenir et que vous voudriez faire passer à nos auditeurs? Pour moi, le maître mot, c'est le dialogue avec les acteurs du territoire qui nous regardent peut-être aujourd'hui, des acteurs qui connaissent bien les problématiques et enjeux du monde agricole. Rencontrons-nous, échangeons, formons des partenariats de travail qui nous permettront d'identifier ensemble et de développer des projets agrivoltaïques qui feront réellement sens et qui seront bénéfiques pour les territoires et pour les agricultrices et agriculteurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez nos adresses mail à Clément et moi dans le chat. Merci beaucoup. Thomas, pour la SAFER Occitanie, quel dernier message, pareil, vous souhaitez faire passer à ceux qui nous écoutent? Je dirais qu'on est face à un triple défi, assurer donc la performance, continuer à préserver la performance de la production agricole en Occitanie, assurer la transition énergétique tout en préservant un équilibre foncier et en préservant les terres agricoles. Merci beaucoup. Donc encore une fois, merci à nos trois intervenants pour leur partage et à vous tous pour votre attention. Avant de nous quitter, si vous avez une minute pour répondre au questionnaire de satisfaction qui va apparaître sur votre écran, vous pouvez cliquer et y répondre, notamment si vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés dans un prochain webinaire Parlons Foncier le direct. Nous sommes à votre écoute et en attente de vos recommandations. C'est d'ailleurs par ce biais que le sujet de l'agrivoltaïsme avait été plébiscité. Donc voilà. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et LinkedIn, pour rester informés des prochains rendez-vous et de nos actualités. Et enfin, pour finir, le replay de ce webinaire sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez également retrouver les replays de tous les autres webinaires que nous avons faits. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.